Mon voisin a glissé un mot sous ma porte. N'allume pas la lumière du jardin après 23 heures, quoi que tu entendes. Je pensais qu'elle perdait la tête jusqu'à 23h42, quand j'ai entendu une voix dehors m'appeler par mon nom. Ça ressemblait à mon mari, mais il dormait à côté de moi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Cela fait 3 ans que je suis la voisine de Vera Quinton, et elle ne m'avait jamais adressé plus de 5 mots jusqu'à la nuit où elle a glissé ce mot sous ma porte. Maintenant, je comprends pourquoi elle garde tous ses rideaux tirés et pourquoi la lumière de son jardin ne fonctionne plus depuis 2019. Je m'appelle Bethany Carvey, et ce que je vais vous raconter s'est produit il y a tout juste 3 semaines dans notre maison de Millbrook, dans le Connecticut. J'ai 34 ans, je travaille de chez moi comme consultante en marketing, et je me considérais comme quelqu'un de plutôt rationnel. Mon mari, Griffin, est infirmier de nuit à l'hôpital général de Millbrook. Il a 36 ans, mesure 1,88 m et possède cette voix grave et si particulière que notre fille de 8 ans, Piper, adore imiter quand elle joue à se déguiser avec ses blouses. Cette voix a failli nous coûter la vie. Quand j'ai entendu Griffin m'appeler depuis notre jardin à 23h42 un mardi soir, tous mes instincts me disaient de descendre en courant pour le laisser entrer. Il avait l'air fatigué, peut-être un peu frustré, exactement comme lorsqu'il a passé toute sa nuit à gérer des patients difficiles. Sa manière de dire « Bethany, ma chérie, j'ai oublié mes clés » était si typique de Griffin que ma main se tendait déjà vers le verrou. Dieu merci, j'ai d'abord regardé notre lit, car Griffin était là, profondément endormi de son côté du matelas. Son badge de l'hôpital était encore accroché à sa blouse, son bras jeté sur mon oreiller, comme il le fait toujours quand je reste éveillé tard pour regarder Netflix. Son téléphone chargeait sur la table de chevet. Ses clés de voiture étaient dans le bol en céramique que Piper lui avait fabriqué pour la fête des pères. Et la chose dehors, qui avait exactement la même voix que mon mari, frappait toujours à notre porte arrière, m'appelait toujours avec sa voix, et demandait toujours à entrer. Nous avons déménagé à Millbrook il y a 3 ans, quand Piper en avait 5. Après des années passées dans un appartement exigu à Hartford, la maison de style colonial avec ses 4 chambres sur Sycamore Street nous semblait être un palais. L'agente immobilière ne tarissait pas d'éloges sur le quartier, d'excellentes écoles, un faible taux de criminalité, des voisins sympathiques qui se connaissaient par leur nom. Elle avait raison sur toute la ligne, ce qui a rendu ce qui s'est passé par la suite d'autant plus difficile à croire. Notre jardin s'étend sur environ 2000 m² avant d'atteindre la lisière des bois. Une forêt ancienne, du genre qui existait bien avant que le Connecticut ne soit un État. Les anciens propriétaires avaient installé un puissant projecteur de sécurité à l'arrière de la maison qui illuminait tout le jardin. Griffin adorait ça, car il pouvait y voir clair en rentrant de ses gardes de nuit à l'hôpital. Moi, j'adorais ça parce que Piper pouvait jouer dehors après le dîner en automne, quand les jours raccourcissaient. La propriété de Vera Quinton est juste à côté de la nôtre, séparée par une basse clôture en bois qui doit dater des années 70. Elle a 72 ans, est veuve et vit dans cette maison depuis 35 ans. La première fois que nous l'avons rencontrée, elle s'occupait de ses roses, portant un chapeau de soleil qui semblait d'une autre époque et des gants de jardinage qui lui montaient jusqu'au coude malgré la chaleur de l'été. « Bienvenue dans le quartier », avait-elle dit, levant à peine les yeux de sa taille. « Votre fille est adorable. Gardez un œil sur elle. » À l'époque, j'ai pensé qu'elle le disait comme tous ceux qui recommandent aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants. Aujourd'hui, je sais qu'elle voulait dire quelque chose de très spécifique. Vera était étrange, mais chaque quartier a son voisin excentrique, n'est-ce pas? Elle cultivait les plus belles roses que j'ai jamais vues, des fleurs d'un rouge si profond qu'elles paraissaient presque noires sous une certaine lumière. Son jardin de devant était impeccable, chaque brin d'herbe à la bonne hauteur, chaque arbuste taillé avec une précision mathématique. Mais son jardin arrière était différent. Elle le laissait à l'état sauvage, et elle avait installé des détecteurs de mouvement le long de sa clôture, du genre qui se déclenche si un écureuil passe. Sauf pour un détail bizarre, la lumière de son jardin ne fonctionnait jamais. Le luminaire était là, monté sur son porche arrière, et je pouvais même voir l'ampoule à l'intérieur du globe en verre. Mais en 3 ans, je ne l'avais jamais vue s'allumer, pas une seule fois. Madame Quinton a peur du noir, a annoncé Piper un jour après avoir accepté un caramel de Vera par-dessus la clôture. Elle m'a dit qu'elle laissait les lumières allumées à l'intérieur toute la nuit. Alors pourquoi ne répartait-elle pas la lumière de son jardin ? Avait demandé Griffin, vraiment perplexe. Il lui avait même proposé de la réparer une fois alors qu'il réparait notre portail. Vera avait pâli et avait même reculé d'un pas. « Cette lumière reste en panne » avait-elle dit fermement.
Certaines choses sont mieux dans l'obscurité. Griffin pensait qu'elle devenait sénile. Je pensais qu'elle avait simplement ses habitudes. Nous en plaisantions parfois pendant notre café du matin, inventant des théories de plus en plus ridicules sur la raison pour laquelle Vera Quinton refusait d'éclairer son jardin. La théorie préférée de Griffin était qu'elle distillait de l'alcool de contrebande en secret. La mienne, qu'elle cachait la collection de nains de jardin la plus laide du monde. Notre routine était confortable et prévisible. Griffin travaillait 3 gardes de nuit de 12 heures par semaine à l'hôpital de Millbrook, le mardi, le jeudi et le samedi. Il partait à 18h30 et revenait vers 2h30 du matin, parfois plus tard si les urgences étaient débordées. Les soirs où il travaillait, ma routine était réglée comme du papier à musique. Dîner avec Piper à 18h, aide aux devoirs jusqu'à 19h30, l'heure du bain, puis au lit à 20h30. Après cela, la maison était à moi. Je me versais un verre de vin, je rattrapais mes emails professionnels et je regardais toutes les séries que Griffin jugeait trop dramatiques à son goût. Les mardis soirs étaient mes préférés. Il y avait quelque chose de sûr et de tranquille au milieu de la semaine. Notre rue devenait silencieuse à 22h, les lumières des perrons s'éteignant une par une alors que nos voisins s'installaient pour la nuit. La maison de Vera restait illuminée comme une décoration de Noël, chaque fenêtre brillant d'une lueur chaude, sauf l'arrière de sa maison, qui restait obstinément sombre. La semaine précédant le mot, j'avais remarqué que Vera se comportait de manière plus étrange que d'habitude. Elle était dans son jardin avant l'aube, debout au milieu de ses roses, mais sans jardiner. Elle se tenait simplement là, immobile, face à notre maison. Quand je lui ai fait un signe de la main depuis la fenêtre de la cuisine, elle n'a pas répondu. Elle m'a juste observé un instant, puis est rentrée chez elle. Peut-être qu'elle se sent seule, ai-je dit à Griffin ce soir-là. Son mari est décédé il y a des décennies. Aucun enfant ne lui rend jamais visite. Elle a fait ses choix, a répondu Griffin, toujours aussi pragmatique. Certaines personnes préfèrent être seules. Mais avec le recul, Vera ne choisissait pas l'isolement. Elle maintenait un périmètre. Elle montait la garde, et elle le faisait depuis 35 ans, attendant que quelqu'un croie enfin à son avertissement. Le mardi 15 octobre a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Griffin est parti pour sa garde à 18h30, embrassant Piper sur le front et lui disant d'être sage pour maman. Elle était en pyjama licorne, celui avec la crinière arc-en-ciel, et construisait une forteresse avec les coussins du canapé pendant que je nettoyais la vaisselle du dîner. À 21h47, j'ai entendu des grattements à la porte d'entrée. Pas des coups, mais un bruit de grattement délibéré, comme si quelqu'un traînait ses ongles sur le bois. J'ai coupé le son de la télévision et j'ai écouté. Les grattements ont cessé, suivis par des bruits de pas légers s'éloignant de la porte. Quand j'ai regardé par le judas, il n'y avait personne, mais sur le paillasson se trouvait un morceau de papier jauni par le temps, plié en deux. Je l'ai attrapé rapidement et j'ai refermé la porte à clé derrière moi. L'écriture était tremblante mais appliquée, rédigée à l'encre bleue d'un stylo-plume. Chère Bethany, ceci est urgent. N'allumez pas la lumière de votre jardin après 23 heures. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous croyez voir. La sécurité de votre fille en dépend. Je ne peux pas en dire plus. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Véhon. Ma première pensée a été que Vera faisait une sorte de crise. J'ai immédiatement appelé Griffin, le joignant entre deux patients. Ma chérie, elle a 72 ans et vit seule, a dit Griffin, sa voix fatiguée mais patiente. Peut-être qu'elle a des épisodes de confusion vespérale. Les personnes âgées sont parfois confuses le soir. Mais elle semblait aller bien hier, ai-je protesté. Elle était en train de retirer les roses fanées à midi. Tout à fait normal. Elle m'a même rappelé la réunion du syndic de copropriété la semaine prochaine. Tu veux que je rentre ? Je peux dire à Suzanne que j'ai une urgence familiale. Non, ça va, ai-je dit, en regardant à nouveau le mont. L'écriture était étrange, mais régulière, pas le gribouillage de quelqu'un de confus. Je passerai la voir demain matin. C'est sans doute mieux. Verrouille bien tout et essaie de dormir. Je t'aime. À 22h30, juste au moment où je m'apprêtais à monter, Piper est apparue dans le couloir, les larmes coulant sur son visage. « Maman, j'ai fait un cauchemar », a-t-elle sangloté en grimpant sur mes genoux sur le canapé. « De quoi as-tu rêvé, mon bébé ?» Il y avait quelqu'un dans le jardin. Il ressemblait à papa, mais en bizarre. Ses bras étaient trop longs et son sourire était cassé. J'ai eu la chair de poule. Ce n'était qu'un cauchemar, ma chérie. Papa est au travail, il aide les gens malades. Tu te souviens ? Le faux papa n'arrêtait pas de me demander de sortir jouer avec lui.
Il disait qu'il avait une surprise pour moi, mais sa voix semblait venir de sous l'eau. J'ai ramené Piper au lit, vérifiant les verrous de sa fenêtre à 2 reprises et tirant fermement ses rideaux. Après qu'elle se soit endormie, j'ai fait le tour de la maison systématiquement, vérifiant chaque porte, chaque fenêtre, même la trappe de la cave. Tout était sécurisé. À 23h15, j'ai entendu nos poubelles se renverser sur le côté de la maison. Les ratons laveurs étaient courants dans notre quartier, fouillant toujours dans les ordures. Je suis allé à la cuisine, ma main se dirigeant automatiquement vers l'interrupteur de la lumière du jardin. Mes doigts ont touché le plastique et le mot de Vera m'est revenu à l'esprit. J'ai retiré ma main. Par la fenêtre de la cuisine, l'obscurité s'étendait sur notre jardin comme de l'encre renversée, mais il y avait du mouvement près de la clôture. Quelque chose de grand marchait le long du périmètre, trop droit pour être un animal que l'on trouve dans le Connecticut. Sa démarche était anormale, comme si on lui avait appris à marcher, mais sans lui avoir bien expliqué le rythme. La silhouette s'est arrêtée à notre portail arrière. J'ai entendu le loquet métallique cliqueter. À 23h38, 3 coups mesurés ont retenti à la porte arrière, parfaitement espacés, parfaitement normaux. Puis 3 autres. Bethany. Ma chérie, c'est moi. La voix de Griffin, claire et familière. Mon cœur a bondi de soulagement avant que la logique ne reprenne le dessus. Griffin ne rentrait jamais plus tôt sans appeler. Jamais. J'ai oublié mes clés. Tu peux m'ouvrir? La voix était parfaite. Chaque intonation, chaque trace de son accent de Boston qui ressortait quand il était fatigué. Mais les clés de Griffin étaient à l'étage. Je les avais vues en allant voir Piper. Bethany, je te vois à travers le rideau. Allez, je suis épuisé. J'ai reculé de la porte, mes pieds nus silencieux sur le carrelage de la cuisine. Le rideau était fermé. Il n'y avait aucune fente, rien à travers quoi on pouvait voir. Je sais que tu es là. Ton verre de vin est sur le comptoir. La télé est en pause. Ouvre juste la porte. La chose dehors connaissait des détails qu'elle n'aurait pas dû connaître. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone sur le comptoir, manquant de renverser le verre de vin que la voix avait mentionné. Il fait froid dehors, Beth. Vraiment froid. Griffin ne m'appelait jamais Beth. Pas une seule fois en 12 ans de mariage. C'était toujours Bethany ou ma chérie, ou quand il était d'humeur taquine, Betty Spaghetti. Un surnom ridicule de l'époque où nous sortions ensemble. Ce qui se trouvait derrière ma porte, quoi que ce fût, n'était pas mon mari. À 23h42, la voix à l'extérieur a changé de tactique, devenant plus douce, plus désespérée. Bethany, s'il te plaît. Je suis parti plus tôt. Il y a eu une panne de courant à l'hôpital. Ils ont renvoyé tout le personnel non essentiel à la maison. Regarde les infos si tu ne me crois pas. Mon téléphone était déjà dans ma main. J'ai consulté le site d'information locale. Rien sur une panne de courant. La page Facebook de l'hôpital de Millbrook montrait une photo, postée 1 heure plus tôt, du personnel célébrant une opération réussie. Les lumières étaient clairement allumées. Je me suis blessé, ma chérie. Je crois que je me suis tordu la cheville dans le noir. S'il te plaît, allume juste la lumière pour que tu puisses voir que c'est bien moi. Le ton suppliant dans cette voix était si sincère, si parfaitement Griffin que ma résolution a failli voler en éclats. Mais je me suis forcé à monter les escaliers en silence, gardant la lampe de poche de mon téléphone éteinte, me guidant de mémoire à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre du couloir. La porte de notre chambre était ouverte. Griffin était là, étalé sur le lit dans sa blouse de la marine, dormant profondément. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Son badge d'identification de l'hôpital captait la lumière du couloir, Griffin Carvey, infirmier diplômé, service des urgences. Son téléphone était en charge sur sa table de chevet, le voyant vert clignotant de messages non lus. J'ai tapé un texto sans l'envoyer tout de suite. Quelqu'un dehors se fait passer pour toi. Je reste silencieuse. N'allume pas les lumières si tu te réveilles. La voix montait d'en bas, maintenant près de la fenêtre du salon. Piper a fait un autre cauchemar. Elle te réclame. Elle est là dehors avec moi. Une terreur pure a envahi tout mon être. Je me suis glissé jusqu'à la chambre de Piper, entr'ouvrant la porte juste assez pour voir à l'intérieur. Elle était blottie sous sa couette licorne, son éléphant en peluche Monsieur Patch serré contre sa poitrine, respirant régulièrement, en sécurité à l'intérieur. J'ai appuyé sur « Envoyer » sur le texto à Griffin. Son téléphone a vibré. Il n'a pas bougé. De retour à la fenêtre de notre chambre, j'ai regardé à travers une fente dans les stores le jardin en contrebas.
La silhouette se tenait au milieu de notre pelouse, portant la veste de Griffin, celle de la marque Columbia qu'il gardait dans le garage pour les travaux de jardinage. Elle se tenait parfaitement immobile, les bras le long du corps, le visage levé vers notre fenêtre. Même dans l'obscurité, quelque chose était fondamentalement anormal. Les proportions étaient fausses, comme si quelqu'un avait étiré une photographie jusqu'à la déformer. J'ai composé le 911, chuchotant à l'opératrice. Il y a un intrus dans mon jardin qui imite la voix de mon mari. Mon mari dort à côté de moi. L'intrus n'arrête pas de me demander d'ouvrir la porte. Nous envoyons une unité immédiatement, madame. Restez à l'intérieur. Gardez les portes verrouillées. Les agents seront là dans 5 minutes. Je sais que tu es réveillé là-haut, a crié la voix, utilisant toujours le ton de Griffin, mais avec quelque chose d'autre en dessous maintenant, comme 2 voix parlant à l'unisson. Je peux sentir ta peur à travers les murs. Ça sent les pièces de cuivre et le lait tourné. Aucun être humain ne dirait ça. Griffin ne dirait certainement pas ça. La chose s'est approchée de la maison. Allume la lumière, Bethany. J'ai besoin que tu me voies. J'ai besoin que tu comprennes ce que je te propose. Je pourrais être lui pour toujours, tu sais. Mieux que lui. Je ne travaillerai jamais tard, n'oublierai jamais les anniversaires. Ne laisserai jamais de poils de barbe dans le lavabo. Mon sang s'est glacé. Griffin avait laissé des poils de barbe dans le lavabo ce matin-là. Je m'en étais plainte alors qu'il se dépêchait de se préparer. Seul quelqu'un à l'intérieur de notre maison pouvait connaître ce détail. « Comment sais-tu pour le lavabo » ai-je chuchoté sans réfléchir. « Tu peux m'entendre. Viens. Nous pouvons avoir une vraie conversation maintenant. Allume la lumière. » J'ai plaqué ma main sur ma bouche. L'avertissement de Vera résonnait dans mon esprit. Peu importe ce que vous entendez. L'urgence de son écriture prenait soudain un sens terrible. Je sais que tu as peur. C'est naturel. Mais je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour améliorer les choses. Griffin travaille trop, n'est-ce pas? Toujours fatigué, toujours stressé. Je ne le serai pas. La silhouette s'est de nouveau déplacée vers la porte arrière, et j'ai entendu des ongles traîner sur le bois, le même son qu'à la porte d'entrée plus tôt. Je t'observe depuis des semaines, j'apprends tes habitudes. Les mardis soirs, seul avec ton vin et tes séries. Tu mérites mieux que la solitude. Allume la lumière. À travers la fenêtre, je l'ai vu lever un bras incroyablement long et frapper à nouveau. Mais cette fois, le coup venait de l'intérieur du mur, comme si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à traverser l'extérieur et à taper de l'intérieur même de la maison. Dernière chance, Bethany. Allume la lumière, ou je devrais trouver un autre moyen d'entrer. Il y a tellement de façons d'entrer dans une maison. Les tuyaux, les conduits d'aération, les fissures dont tu ignores même l'existence. J'essaie d'être poli, mais ma patience n'est pas infinie. Des sirènes ont retenti au loin, se rapprochant. Les sirènes se sont intensifiées, et la chose dans la veste de Griffin a penché la tête à un angle qui aurait brisé un cou humain. Tu les as appelés. C'était imprudent, Bethany. Maintenant, je vais devoir rendre visite à vos voisins. Les Jeffrey ont un nouveau-né. Les bébés sont si confiants. La rage a submergé ma peur. J'ai attrapé l'épaule de Griffin, le secouant violemment. Griffin, réveille-toi, maintenant. Il s'est réveillé en sursaut, confus et groggy. Quoi? Bethany, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un dehors se fait passer pour toi. La police arrive. Reste silencieux. Sa confusion s'est transformée en vigilance alors que les sirènes atteignaient notre rue. Des gyrophares rouges et bleus ont clignoté à travers la fenêtre de notre chambre. La chose dans le jardin a émis un son semblable à un bruit de parasite radio mêlé à un cri, un bruit qui semblait venir de partout à la fois. C'est à ce moment-là que la lumière de la chambre de Vera, chez nos voisins, s'est allumée avec une intensité aveuglante. La femme âgée se tenait à sa fenêtre, tenant ce qui ressemblait à un ancien projecteur, du genre que les photographes utilisaient dans les années 1960. Elle l'a pointé directement sur notre jardin, et soudain, l'obscurité a été anéantie par une lumière blanche et crue. Ce que j'ai vu dans cette lumière me hantera pour toujours. La chose qui portait la veste de Griffin n'était pas humaine. Elle avait la forme générale d'un homme, mais ses membres étaient trop longs, ses articulations se pliant en trop d'endroits. Son visage était le pire. Elle avait essayé de copier les traits de Griffin, mais les proportions étaient fausses, comme un dessin d'enfant qui aurait pris vie. Les yeux étaient d'un noir uni, trop nombreux, regroupés là où les yeux devraient être. La bouche s'ouvrait latéralement, révélant des rangées de dents qui n'appartenaient à aucune créature terrestre.
Elle a poussé un cri strident et s'est dirigée vers la lisière des bois, non pas en courant, mais en détalant, son corps se contorsionnant de manière à me soulever l'estomac, comme une araignée, mais portant des vêtements humains. La veste Columbia s'est déchirée alors que ses membres s'allongeaient, laissant des lambeaux de tissu accrochés à notre clôture. 2 policiers ont surgi au coin de notre maison, lampe de poche levée. Police de Millbrook, ne bougez plus. Mais la chose était déjà partie, disparue dans la forêt avec une vitesse inhumaine. Les agents sont restés abasourdis, leurs lampes de poche balayant le jardin vide. Griffin était maintenant à la fenêtre, le visage pâle. C'était quoi, ce truc? Vera est apparue à notre porte arrière, que j'ai ouverte avec des mains tremblantes. Elle avait l'air épuisée mais déterminée, serrant toujours son projecteur comme une arme. Derrière elle se tenaient les 2 agents, tous 2 jeunes, tous 2 clairement secoués. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé l'un des agents. Nous devons comprendre ce que nous venons de voir. Nous nous sommes réunis dans ma cuisine, Vera posant un vieux journal en cuir sur la table. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Elle vient ici depuis 1987, a-t-elle commencé, sa voix ferme malgré ses tremblements. Peut-être même plus longtemps, mais c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle nous a montré des entrées datant de plusieurs décennies. Des croquis de choses presque humaines mais difformes. Des photographies où les ombres avaient trop de membres, des rapports de police sur des personnes disparues qui n'avaient jamais vraiment disparu. Elle a pris mon Harold en février 1988, a-t-elle poursuivi, montrant une photo d'un bel homme aux yeux bienveillants. J'ai vécu avec cette chose pendant 3 semaines avant de remarquer que ses yeux avaient trop de pupilles. Quand je l'ai confrontée en pleine lumière, elle s'est enfuie, mais Harold n'est jamais revenu. J'ai trouvé son corps dans les bois des mois plus tard. Griffin m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. Pourquoi n'avez-vous rien dit à personne? J'ai essayé. La police a cru que je faisais une dépression nerveuse. Ma propre sœur a essayé de me faire interner. Alors, j'ai appris à me taire et à rester vigilante. Elle se nourrit de la confiance. Vous voyez, au moment où vous ouvrez la porte, croyant que c'est quelqu'un que vous aimez, vous lui avez donné la permission d'entrer. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, elle n'a plus besoin de l'obscurité. Elle peut prendre leur place complètement. L'agent dont le badge indiquait Martinez prenait des notes d'une main mal assurée. « Madame, nous devons signaler cela. » Vera a ri amèrement. « Signaler quoi? Que vous avez vu un monstre? Ils vont enterrer le rapport comme ils ont enterré les miens en 88, 91, 96, 2003, 2011 et 2019. » Elle a tourné à une page couverte de dates et de noms. Tous les quelques années, elle essaie à nouveau, choisissant toujours des maisons où quelqu'un travaille de nuit, imitant toujours les voix des êtres chers. Les Henderson en 96, leur fils était camionneur. Les Nuan en 2011, elle était femme de ménage de nuit. Et maintenant vous, avec Griffin qui travaille à l'hôpital. Mais pourquoi notre maison? Ai-je demandé. Ce n'est pas une question de maison. C'est une question de routine. Elle étudie les habitudes. Apprend quand les gens sont seuls. Quand ils sont vulnérables. Les mardis soirs, vous êtes seul. Elle le savait. La radio de l'agent Martinez a crépité. Unité 12. Nous avons un autre appel sur Maple Street. Une femme signale que sa mère décédée frappe à sa porte. Vera a fermé les yeux. Elle se déplace plus vite maintenant, elle devient plus audacieuse. La police n'a rien trouvé dans les bois cette nuit-là. Pas de traces, pas de preuves, juste la veste déchiquetée de Griffin suspendue à une branche à près de 5 mètres de haut dans un pas. Le rapport officiel a classé l'incident comme une tentative d'effraction. Suspect en fuite. L'agent Martinez m'a prise à part avant de partir et a glissé sa carte dans ma main. Appelez-moi directement si quoi que ce soit d'autre se produit. Certaines choses n'ont pas leur place dans les rapports officiels. Griffin n'est pas retourné travailler cette semaine-là. Il a installé des projecteurs tout autour de notre propriété, des détecteurs de mouvement à chaque coin, des caméras couvrant chaque angle. Notre facture d'électricité a triplé, mais aucun de nous ne s'en souciait. Le sommeil est devenu quelque chose que nous faisions à tour de rôle, l'un toujours éveillé, toujours à surveiller. Vera m'a donné son journal 3 jours plus tard. Elle s'est présentée à ma porte d'entrée avec une valise, un taxi tournant au ralenti dans l'allée. Je déménage en Floride pour vivre avec ma sœur, a-t-elle dit, en me tendant le livre en cuir usé. J'ai 72 ans. J'ai monté la garde pendant 35 ans. C'est au tour de quelqu'un d'autre maintenant. Attendez, vous partez? Comme ça? Elle m'a saisi les épaules avec une force surprenante. Vous avez une fille à protéger.
Vous êtes assez forte. Plus forte que je ne l'étais. J'ai perdu Harold parce que je n'ai pas cru assez vite. Vous avez cru. Vous avez écouté. Cela fait toute la différence. Mais si elle revient? Pas si. Quand? Elle reviendra. Mais maintenant, vous connaissez ses règles. Elle a besoin de permission. Elle a besoin d'obscurité. Et elle a besoin de confiance. Ne lui donnez aucune de ces choses. 3 semaines ont passé. La vie a repris un semblant de normalité. Piper est retourné à l'école. Griffin a repris ses gardes, bien qu'il appelle désormais toutes les heures et se fasse accompagner par la sécurité jusqu'à sa voiture. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je me suis surprise à lire le journal de Vera à la place, mémorisant chaque détail, chaque schéma qu'elle avait documenté. Puis, jeudi matin, au petit déjeuner, Piper a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman, pourquoi Madame Jenkins, la voisine, frappe à ma fenêtre la nuit ?» J'ai posé ma tasse de café avec précaution. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» La nuit dernière, elle tapait à ma fenêtre. Elle a dit qu'elle avait perdu son chat et voulait que je l'aide à le chercher. Griffin s'est raidi. « Piper, Madame Jenkins n'a pas de chat. Elle est allergique. » Je sais. C'est pour ça que je n'ai pas ouvert la fenêtre. Et puis, son sourire avait trop de dents. Comme si elles allaient jusqu'à ses oreilles. Nous nous sommes regardés par-dessus la table, la vérité s'abattant sur nous comme un linceul. La chose n'était pas partie. Elle avait juste changé de tactique, s'était déplacée vers d'autres maisons, avait appris de nouveaux visages. Cet après-midi-là, je me suis surprise à faire ce que Vera avait fait. J'ai tapé un avertissement sur du papier couleur crème, j'en ai fait 30 copies, et je les ai glissées sous les portes de tout notre quartier après la tombée de la nuit. La plupart des gens les ont probablement jetés, mais peut-être que quelqu'un écouterait. Peut-être que quelqu'un croirait. À nos voisins de Sycamore Street, veuillez laisser vos lumières extérieures allumées après 23 heures. Si vous entendez un être cher à votre porte tard dans la nuit, vérifiez qu'il est bien dehors avant d'ouvrir. La sécurité de votre famille pourrait en dépendre. 2 familles ont déménagé en un mois. Les Jeffrey ont installé des lumières de sécurité. Le vieux monsieur Patterson a commencé à garder une batte de baseball près de sa porte. Madame Jenkins elle-même est venue me poser des questions sur le mot, et j'ai remarqué qu'elle portait maintenant une croix qu'elle touchait constamment, ses yeux fuyant vers les ombres. Je suis devenue la gardienne de nuit non officielle du quartier. Quand je vois des lumières s'éteindre après 23 heures, j'envoie des textos anonymes depuis un téléphone prépayé. Veuillez rallumer vos lumières. Certains écoutent, d'autres non. Ceux qui n'écoutent pas signalent parfois des rencontres étranges sur le groupe Facebook du quartier, des publications toujours supprimées au matin, toujours considérées comme des farces ou des rêves. La semaine dernière, j'ai reçu une carte postale de Floride. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Vera. Toujours en train de surveiller? Bien. Va voir la page 147. La page 147 de son journal contenait une seule ligne que j'avais manquée jusqu'alors, il y en a de plus en plus chaque année. Hier, j'ai installé un autre projecteur. Griffin pense que je deviens paranoïaque, mais il ne discute pas. Il a vu ce que j'ai vu. Piper sait maintenant qu'il ne faut jamais répondre aux coups frappés à la porte après la tombée de la nuit. Ne jamais faire confiance aux voix à travers les portes. Ne jamais croire quelqu'un qui demande à entrer la nuit. Peu importe à qui il ressemble. Car voici ce que Vera savait. Ce que je sais maintenant. Ce que vous devez savoir. Elles ne sont pas seulement à Millbrook. Elles apprennent, se propagent, s'adaptent. Peut-être sont-elles aussi dans votre ville, attendant que quelqu'un travaille tard. Attendant que quelqu'un soit seul. Attendant ce moment de confiance où vous ouvrez votre porte à une voix familière. Alors, vérifiez vos serrures. Laissez vos lumières allumées. Et si quelqu'un que vous aimez frappe à votre porte tard dans la nuit, assurez-vous absolument qu'il est censé être dehors. Car une fois que vous les laissez entrer, elles ne repartent jamais. Si cette histoire vous a troublé, tant mieux. Restez troublé. Restez vigilant. Partagez cette vidéo avec toute personne qui vit seule ou travaille de nuit. Commentez si vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre quartier et abonnez-vous à cette chaîne, car ces histoires ne sont plus de simples histoires. Certaines d'entre elles sont des avertissements.